Bonjour à tous, et oui, c'est la 4e de la ligne jaune, je suis toujours sur le fauteuil accroché et nous allons nous consacrer dans cette ligne jaune à la loi Hadopi, cette loi qui fait exploser les lignes jaunes, qui transcende les clivages, qui fait tout péter, hein. On a tout vu péter autour de nous, et pour discuter de ce sujet, un très joli plateau. D'abord Lionel Tardy, le député UMP qui a franchi en klaxonnant, l'un de ceux qui a franchi en klaxonnant la ligne jaune puisqu'il a décidé de ne pas voter ce texte. Donc on est content que vous soyez là, vous allez nous raconter ce que ça fait d'être si transgressif. Hein. Tout à fait. Vous allez nous dire tout ça. Claude Soula du Nouvel Obs, journaliste, grand reporter qui va nous expliquer comment on est au Nouvel Obs dont le patron est notamment l'inspirateur de cette loi, on est d'accord? Oui, hein, on va en parler, puis comment vous surveillez ce sujet. Benjamin qui veut pas que je dise son nom, mais qui travaille sur le site députégodillot.info, qui est un site qui a décidé de scruter la non-activité ou la mauvaise activité des députés, on peut dire ça comme ça? Pas de tous les députés. Pas de tous les députés, vous nous en parlerez, et surtout, vous avez scruté surtout Hadopi pour commencer. Évidemment. Principalement. Et puis Guillaume Rouquette, qui est le directeur de la publication de Valeurs Actuelles, et qui n'a pas vraiment d'avis pour le moment sur le sujet, mais dont je suis absolument certain que son avis va se forger au cours de l'émission et qui va nous surprendre, car c'est un garçon surprenant. Alors comme dans tous les bons films, il faut commencer par la fin. Alors je vous propose qu'on commence par la fin, puisque Hadopi est passé, je ne vous l'apprends pas, je l'apprends à personne, je pense, hier à l'Assemblée, et qu'au moment où nous enregistrons cette émission, il se discute, hein, monsieur le député, au Sénat, et qu'a priori on n'aura pas de surprise. Je vous propose que nous voyions ce grand moment de communion nationale, le vote. On en voit. Mes chers collègues, chacun a regagné sa place. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. En voici les résultats. Votant 557, suffrages exprimés 529, majorité absolue 265, pour 296, contre 233. L'Assemblée a adopté. La séance est suspendue. Alors Lionel Tardy, dans notre émission, il y a plusieurs rubriques, et là on est vraiment dans ce que nous on appelle ici une chaussée glissante. Vous avez sacrément pris une chaussée glissante, c'était très risqué ce que vous avez fait. Donc depuis le départ, vous êtes contre. Comment peut-on être contre à l'intérieur du groupe EMP? C'est autorisé ça? Bien sûr, chacun a sa liberté de parole. La preuve, j'ai pu m'exprimer pendant les débats, que ce soit en discussion générale ou sur mes nombreux amendements. Toujours, vous avez toujours pu Moi, le j'ai faire. toujours pu le faire, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Il n'y a que sur la DG en deuxième lecture. La DG. La discussion générale en Soyons deuxième précis. lecture. Mais bon, j'ai pas eu spécialement d'interruption de parole. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que dès le début, je me suis positionné sur ce texte contre. Hein, donc, je crois que le groupe connaissait ma position dès le début, comme je l'avais été d'ailleurs sur les EGM à l'époque. Moi, ça m'a pas posé de problème particulier. J'essaye d'étudier les textes à fond, et puis après, j'essaie de me déterminer en conscience. On n'était pas sur un texte, entre guillemets, fondamental politiquement. Hein. Quand on prend une législature, il y a des textes qu'on souhaite mettre en avant dans le cadre d'une élection présidentielle et un programme. Celui-ci n'en faisait pas partie, donc j'estime que sur des textes comme celui-ci, il faut que les députés puissent se déterminer en conscience. C'est ce que j'ai essayé de faire. Pourquoi vous êtes contre? Vous êtes... c'est une position personnelle, intellectuelle, philosophique? Vous êtes assiégé de mails, vos électeurs vous parlent de ça sur les marchés, on vous poursuit dans la rue? Pas du tout. Moi, c'est sur l'aspect technique, hein, sur l'aspect forme, mais pas sur l'aspect fond. Sur l'aspect fond, on l'a répété dans l'hémicycle, on est d'accord pour effectivement protéger les droits d'auteur, les droits des ayants droit. Moi, c'est sur la forme, sur l'aspect technique. On a prouvé constamment que ce texte n'était pas applicable. Il faudra au moins un an et demi pour que techniquement on puisse le mettre en place. Ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les FAI sont incapables de mettre en place des coupures. Donc ça, c'est un vrai souci. Il va concerner que 20% du problème de piratage, puisqu'on va régler que le problème du peer-to-peer, et encore, tout le reste ne sera pas réglé. Donc c'est vraiment des questions qui posent problème. Et puis alors le top du top, c'est la suspension d'abonnement. Moi, je comprends pas qu'on ait mis en place cette mesure qui est totalement irréalisable, qui va nous que le Parlement européen n'autorise pas. On aurait pu mettre en place une amende qui aurait favorisé le contradictoire, parce qu'aujourd'hui toutes ces décisions vont être prises sans contradictoire. Donc voilà, moi c'est un plus la double peine. Hein, on en a parlé dans des débats. Donc voilà, au moins, moi j'estime que sur ce texte, le gouvernement n'a fait
n'a fait aucune démarche vers les députés pour accepter des amendements qui auraient permis au moins de s'abstenir sur le vote. Voilà, moi c'est ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a eu aucune avancée du gouvernement en direction des députés. Alors on va faire un tour de table, hein, bien sûr, mais je voudrais juste continuer. On a du mal quand même à imaginer, moi j'ai du mal à imaginer ce que ça représente, un peu comme M. Smith au Sénat, de se lever, de prendre la parole, soit en réunion de groupe, soit dans l'hémicycle, et de dire dans un groupe qu'on pense, vous allez nous dire si c'est à tort, verrouillé, cornaqué, coincé, étriqué par un président de la République, par un président de groupe, Jean-François Copé qu'on connaît, qu'on puisse faire ce que vous avez fait. Et vous n'êtes pas si nombreux finalement, parce que des vrais votes contre, sauf erreur de ma part, il y en a que 6. Il y a des gens qui n'ont pas osé appuyer sur le bouton, comme vous me le disiez off avant d'entrer sur le plateau, mais moi je casse le off, hein, désolé. Oui. Mais bon, des vrais contre. C'est courageux, c'est inconscient. On parlera tout à l'heure du site député Godillot, mais je pense que ça vient beaucoup de la façon, ça vient beaucoup de la façon dont on est élu déjà. Hein. Si vous analysez un député, comment il est élu, bon, moi j'ai été élu. Comment avez-vous été élu ? Moi j'ai été élu, j'y suis allé sans aucune étiquette. J'ai battu un candidat qui avait l'étiquette majorité présidentielle. Donc ça donne sûrement une liberté de parole que d'autres n'ont pas. Quand vous êtes confronté dans votre circonscription pour l'élection à une primaire avec un autre candidat, UMP, SRC, GDR, suivant votre groupe, quand vous êtes élu à une centaine de voix près, j'ai été élu à 4000 voix, donc ça fait un écart significatif. Donc ça donne, je pense, une liberté de parole que n'a pas peut-être un autre député. Et puis après, parce que vous avez battu un candidat de l'UMP, parlons sans langue de bois. Oui, majorité présidentielle, oui. Et ensuite, vous êtes rattrapé par l'UMP qui vous met le dossard. Qui met le dossard, c'est moi qui l'ai demandé, je l'avais affiché, donc il n'y a pas de souci là-dessus, j'appartiens à la majorité présidentielle, mais je pense que ça me laisse une liberté de parole, et puis après, j'ai pas d'ambition ministérielle dans les médias. Vous me décevez, je pensais que c'était juste du courage et de l'inconscience. Non, tout à fait. C'est du courage, c'est du courage, mais il y a des conditions, c'est ce qui explique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en off, c'est que c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas appuyé sur le bouton, voilà. Alors, ça explique certaines choses. Quand on en parle avec d'autres députés, c'est un des éléments fondamentaux dans la façon de voter, malheureusement. Guillaume Roquette, Valeurs Actuelles, si je ne me trompe pas, vous soutenez plutôt le président de la République, hein ? On soutient deux fois ce projet-là, théoriquement. D'abord parce que on soutient plutôt le président de la République, en tout cas on soutient l'action de la majorité. Et puis point 2, on est un magazine conservateur. Donc l'idée qu'il faille sanctionner une forme de vol, ça nous va assez bien, parce qu'on considère que ce qui a de la valeur ne doit pas être obtenu gratuitement, parce que c'est pas comme ça qu'on fait fonctionner une société. Vous n'êtes pas proudhoniste. La propriété n'est pas le vol à Valeurs Actuelles. Non, pas tous les jours en tout cas. Voilà. Et donc ça c'est la position, c'est la position de principe. Et puis en même temps, elle est compliquée cette loi. En fait, c'est intéressant ce que disait le député Tardy en disant c'est un peu comme les OGM. Et c'est la même chose sur les OGM aussi. Il n'y a pas eu de majorité et d'opposition claire. Et vous avez parlé de conscience et vous disiez il y a un moment où la conscience transcende les clivages politiques. C'est d'ailleurs intéressant de savoir pourquoi est-ce que sur certains sujets les clivages politiques sont incapables de fixer les gens dans une position assez claire. C'est une bonne nouvelle. Oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut pas enfermer les gens dans un système et que Raymond Aron disait à peu près que quand on était de gauche ou de droite, il nous manquait la moitié du cerveau. Voilà. On était hémiplégique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ce qui est intéressant, c'est que en tant que journaliste et en tant que directeur de journal, je vois à quel point est-ce que on a du mal à empêcher, on va appeler la gratuité de l'information ou du téléchargement sur le numérique. C'est-à-dire que nous, on met Valeurs Actuelles en kiosque. Le lendemain, le surlendemain, le magazine, il est disponible en pirate sur des sites internet parce qu'il y a des gens qui l'ont scanné et qui le diffusent. C'est parce qu'il est cher des aussi. Sites. C'est aussi parce qu'il est cher, oui, depuis des sites qui sont. Mais peut-être que les CD aussi sont trop chers. Et donc, oui. je me dis, tout ça n'est pas normal. Donc, il faut lutter contre ça. Et en même temps, j'ai un fils de 16 ans et j'essaie de lui expliquer que il n'y a pas de raison qu'il ait 1200 chansons sur son MP3 et que tout ça n'ait aucune valeur et qu'il ait obtenu gratuitement, et il ne le comprend pas. C'est quelque chose qui le dépasse. Il dit mais quand je regarde la télévision, je ne paye pas. C'est faux parce que je paye la redevance, mais en tout cas quand il regarde la télévision privée. Et donc là je me dis mais on voit il y a une opposition entre deux logiques qui sont toutes les deux qui ont toutes les deux leur justesse et et objectivement qui ont toutes les deux de la valeur. J'ai l'impression que dans ces cas-là, c'est le sens de l'histoire qui tranche, et je suis pas sûr que le sens de l'histoire, il aille vers la loi Hadopi. Ah, donc c'est le député Tardy et ceux qui ont voté contre qui sont dans le sens de l'histoire. Plutôt.
Techniquement, moi je crois qu'il faut revenir sur cet aspect. Ne le sauvez technique. pas tout de suite. Alors, Laissez-le me parler du sens de l'histoire. Oui, c'est-à-dire que c'est intéressant. Le principe d'une rupture technologique, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le monde d'avant et qui tentent par tous les moyens de la bloquer. Il y avait sûrement un syndicat des conducteurs de fiacre qui s'opposait à la généralisation des voitures à moteur. Et ces gens-là, ils avaient d'excellentes raisons pour ça. Ils disaient, c'est un système économique, il y a tous les marchands de charrettes, plus ceux qui vendent plus les marchands de chevaux. Enfin, il y avait tout un écosystème qui a été détruit par ça. Et après coup, on se dit, mais c'était inévitable. Donc, il y a un moment où effectivement, il y a ces deux logiques qui s'opposent. Et puis, je dirais qu'il y a aussi le fait que le système économique qu'on veut défendre, qui est celui des droits d'auteur, est-ce qu'il est légitime? C'est-à-dire que c'est intéressant parce que dans l'esprit des gens, les chanteurs, les gens qui font de la musique, c'est des gens qui vivent dans un autre monde ou du cinéma. Voilà, c'est le show business pour faire court. Et donc, ce sont des gens qui ont bien vécu. Et il y a une espèce comme ça, derrière l'opposition à Hadopi, on voit une forme de revanche sociale. De gens qui disent, après tout, ils en ont beaucoup profité, et maintenant c'est fini. Oui, mais c'est plus la revanche contre les majors, contre les grandes compagnies, que la revanche contre les artistes, non, Claude? Oui, j'ai l'impression que la haine vient surtout... La haine? Ah, j'ai l'impression, oui, sur mon blog, les réactions des gens, j'ai l'impression qu'en dessous de 25 ans, il y a une vraie haine. Haine, carrément. Ah oui, j'ai l'impression. C'est une vraie haine contre la loi, et notamment contre les majors. Ils sont persuadés que la major est l'espèce d'incarnation du mal, qu'elle a causé tout le mal depuis le début de la Terre. Mais comment vous expliquez, ceci étant, au-delà de la haine, c'est vrai que la prestation financière est quand même beaucoup plus chère que l'argent qui va dans la poche de l'artiste. Il y a un gros gap, il y a un gros écart, semble-t-il. Tous les gens qui ont un peu travaillé sérieusement sur la question, je crois que vous serez d'accord avec ça, Lionel Tardy, on voit bien qu'il y a, je crois, 3 ou 4 centimes qui revient dans la poche de l'artiste. Où va le reste? Je pense peut-être plus. Je pense peut-être un peu plus. Mais ça, on est dans une société du marketing. Tous les objets, vous prenez la valeur initiale d'un objet vendu en magasin, que ce soit l'eau minérale, prenez une bouteille d'Evian, le coût de l'Evian dans une bouteille d'Evian, c'est quoi? C'est même pas 1 centime. Or, elle est vendue combien? Je sais même pas, d'ailleurs, je n'en achète pas. Mais vous prenez on peut boire de l'eau du robinet. Et on peut boire de l'eau du robinet. Gratuit. On est dans une société où c'est le marketing, on n'y peut rien, on achète les objets parce qu'on a vu de la publicité, parce que le contenant est joli, parce qu'il y a tout un écosystème autour de l'objet qui nous donne envie de l'acheter. Pour la musique, c'est un peu la même chose. Le produit brut initial est vendu très peu cher et ce qui coûte cher, c'est toute la machine autour. Et vous, dans la situation intéressante que j'exprimais au début en présentant l'émission, donc Denis Oliven, le patron de l'Obs, a inspiré cette loi. Moi, je l'ai entendu. Il était hier soir à Europe 1. Il triomphait. Il la défend cette semaine dans le journal. Oui. Je vous ai lu. À l'époque, il était patron de la Fnac. Il était, bien sûr. Vous avez raison de le rappeler. Merci de faire mon travail, Guillaume. C'est ça, un bon journaliste. Patron de la Fnac. Il a fait le rapport qui a servi de préalable à tel le texte Hadopi. Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus dur d'être député dans le groupe UMP ou journaliste à l'Obs sur ce sujet? Je parle pas des autres. Écoutez, moi je le sens pas comme ça, mais c'est parce que moi la loi Hadopi, je la trouve pas si mal que ça. Donc c'est ça. Mais voilà. J'ai lu votre blog, je le lis, j'essaie. Alors à la fois vous dites qu'elle peut pas passer parce qu'il y a la majorité contre. La majorité de l'opinion. Voilà, j'ai l'impression. Ça, c'est paradoxal quand même. Oui, mais je pense, mais c'est pas la musique moi qui m'intéresse. Moi, c'est le financement du cinéma et de l'industrie de l'image. Le financement du cinéma et de l'industrie de l'image. Je ne vois pas comment on peut laisser se développer le téléchargement sans arrêter à un moment donné, tout en laissant demain le cinéma français trouver des fonds. Or, on peut pas créer une licence globale pour financer le cinéma, ce serait trop cher. On s'est chiffré ça, parce qu'on dit c'est trop cher. J'entendais Oliven qui disait la même chose hier soir. C'est trop cher. Comment? On produit 250 films en France par an ou 300. Trop peut-être? Pourquoi trop? Il n'y a jamais trop de films. Plus il y en aura, mieux ce sera. Si, moi je suis éditeur, je vous dis il y a trop de livres. Pourquoi il n'y a jamais trop de films? Vous dites une bêtise. Non. Mais si, vous dites une bêtise. C'est comme dire il y a trop de journaux. Bien sûr que si, plus il y a des choses produites et plus dans l'ensemble il y aura des choses bien. Ça, c'est de la multitude, né le talent. Ça. Vous êtes sûr?
Ah, je suis contre le malthusianisme en culture, ça totalement. Donc, produisons, et il en sortira quelque chose de bon. Bien sûr, il y a le nombre de films produits en 5 ans a augmenté beaucoup parce qu'il est assis sur la production, enfin sur le revenu des chaînes de télé, et ces revenus ayant cru beaucoup avec la publicité et la bonne santé ces dernières années, il y a eu beaucoup plus de films, avec TPS, enfin bref. Et de ces nouveaux films sont nés de nouveaux succès, et le succès du film français a augmenté. Donc là, je pense que le malthusianisme, voilà. Bref, donc si cette économie-là est mise à bas, je ne vois pas comment on financera demain le cinéma français, voire d'ailleurs les autres cinémas. Et moi, la vie sans cinéma, je trouve que c'est impossible. Donc à partir de là, je soutiens Adopi, oui. Non, mais c'est paradoxal, vous dites que ça a progressé ces dernières années, alors que nous, on nous a dit le contraire constamment dans l'hémicycle. Donc, vous voyez déjà les données de base par rapport à ce projet de loi. Qui a dit le contraire? Bah écoutez, qui nous a dit les industries du cinéma? C'est les chiffres du ministère de la Culture. On en a eu d'autres chiffres. Il voit toujours la vie en noir. Non, mais on a eu d'autres chiffres par d'autres organismes, de consommateurs ou autres, où les chiffres étaient complètement différents. Pareil sur le piratage, on nous dit qu'une personne qui pirate, elle fait que ça. Non, elle consomme également. Bien sûr. Ça, c'est tout un débat qu'on n'a pas eu. On nous a présenté des chiffres noirs pour mettre en avant ce texte. Mais pourquoi vous l'avez pas mis en avant? Mais on l'a mis en avant, on n'a pas arrêté. L'aspect création, l'aspect que vous développez sur la création, sur la répartition de la richesse, etc. Le texte s'appelle Création et Internet. À aucun moment donné, on en a parlé. On aurait dû faire des assises de la création. Alors on va les faire a posteriori, je vous rassure, parce que le texte, comme il est inapplicable avant un an et demi, il va falloir qu'on trouve des solutions avant. Donc il faudra qu'on mette en place effectivement des assises de la création, qu'on se mette tous autour de la table, y compris les internautes, parce que dans ce texte, ils ont été complètement exclus, pour vraiment discuter de ce problème de la création et trouver des vraies solutions. Guillaume, vous vouliez intervenir, oui, après Benjamin, tout de suite. Juste un mot. Derrière le discours de Claude Soulard, en fait, il y a on comprend, il y a une opposition à la loi Adopi pour une raison simple qui est tout simplement la théorie libérale. C'est-à-dire que vous dites attention, il faut protéger le système parce qu'il faut lui assurer des revenus, et quand on est libéral, je commence à mieux comprendre pourquoi je suis contre cette loi, parce que on se dit mais de toute façon si les conditions de marché changent, laissons faire le marché. Effectivement, il y a ces ressources-là qui vont disparaître, il va falloir en trouver d'autres, le système va s'adapter, et à chaque fois que dans une économie moderne, on essaye de freiner le système, on s'aperçoit que on prend du retard par rapport aux concurrents. Et donc, laissons faire le marché. C'est pas possible, on peut pas dire ça en culture. En culture, le système français est bâti sur une intervention de l'État, sur des positions contre la nature. Rien n'est naturel dans le financement de la culture en France, donc il n'y a aucun libéralisme nulle part, et ce système fonctionne bien. Alors, il n'y a aucun libéralisme. L'apologie des médias, etc. Voilà. On a longuement parlé, bien sûr. Mais les taxes obligatoires sur les télés, enfin, notre système a été mis en place par la droite, après-guerre, et je veux dire, c'est un système qui fonctionne bien, tout le monde est d'accord là-dessus. Et il est peut-être en train d'exploser. Et Denis Oliven expliquait le 16 avril dans un texte qui au titre magnifique, Bloom, réveille-toi, que le libéralisme sauvage, c'est le piratage. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Oui, mais c'est pas complètement faux. Libertaire, le piratage, un espace d'échange libre et non marchand. La vérité, c'est qu'il est libéral et même ultra-libéral. C'est le sacre de la déréglementation. Mais totalement. Donc vous êtes totalement raccord avec votre patron, je suis ravi. Ah mais je suis sur cette posée, je suis sur cette loi Adopi, je suis d'accord avec lui. Oui. Non mais le problème c'est quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, après alors Benjamin, c'est quel âge vous avez, Benjamin? 26 ans. Voilà, donc ça m'intéressait parce qu'on parlait des gens de 25 ans et de la haine tout à l'heure. J'ai pas l'impression que vous soyez haineux du tout. Non. Après c'est vrai qu'on peut observer sur les forums de façon générale, comme disait Monsieur Soula, qu'il y a une certaine haine qui est versée effectivement contre les majors. Je pense qu'en fait ça remonte plus loin. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'il y a une tentative en fait de réglementer sur le piratage. Il y avait eu la loi Dati donc il y a 3 ans déjà. Et en fait je vais en profiter pour rebondir là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme ça, enfin c'est de là en fait que vient notre initiative. Alors, votre initiative, on va en parler, hein, tout à fait, député Godillot. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, en fait, là, on nous avait présenté avant l'émission qu'on avait donc un journaliste de Valeurs Actuelles qui serait plutôt pro Adopi, un journaliste de Nouvelle Obs qui était contre Adopi. Vous voyez, le débat a commencé. Les positions, et c'est ça, la ligne jaune, formidable. Le débat a commencé. Ça fait tout péter. Les positions se sont inversées. Et alors maintenant, ce que je vais vous demander d'imaginer, c'est que ici, soient assis en plus 4 personnes en plus, qui sont en train de faire à peu près ce qu'ils veulent, et que à la fin de notre émission, nous décidions de sanctionner par le vote pour ou contre Adopi. Eh bien, ces personnes qui n'auront absolument pas suivi le débat vont pour autant voter et donner un avis. Et vous voulez dire que ça, c'est l'hémicycle? Ce qui se passe en hémicycle, c'est-à-dire qu'il y a des débats, il y a des personnes qui changent de point de vue, des personnes qui échangent des avis, qui argumentent, et d'autres qui n'écoutent absolument rien et qui votent
je ne dirais pas en conscience justement, mais sur ordre. Lionel Tardy, vous confirmez ça? C'est terrible, hein, c'est sûr. Sur le Parlement, c'est horrible ce qu'il dit. Écoutez, c'est sûr que c'est un texte très technique. Alors il y en a d'autres qui sont techniques. C'est sûr que c'est un texte sur lequel il fallait s'investir pour vraiment connaître les tenants, les aboutissants. Alors après, c'est la réforme parlementaire, c'est le fait que les députés devraient être là 3 jours par semaine. C'est un autre débat, mais le cumul, voilà. Moi, j'essaye sur des textes comme ça de m'investir. Ça a été le cas sur les OGM. Je connaissais rien au problème. J'ai assisté à des réunions pour, des réunions contre, et puis à la fin, je me suis forgé mon intime conviction. Alors, l'idéal, ça serait que chaque député arrive à faire ça. Moi, j'essaye vraiment sur des textes. Ils peuvent pas. Ben, c'est pas évident, c'est sûr. C'est pas évident. Je pense qu'ils peuvent. C'est justement Ils veulent pas. Ils veulent pas. Peut-être. Peut-être. Comment dire? Bonne question. Non mais, vous voyez, c'est une accusation grave. Je ne sais pas si c'est une accusation grave. Au contraire, on ne fait que retranscrire des faits publiquement accessibles et on ne fait que voir des choses qui... On invite d'ailleurs tout le monde à aller assister aux séances. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors on va parler tout à l'heure de ce qui vous est arrivé en séance, puisqu'il y a des épisodes amusants, mais j'aimerais que nous regardions ensemble un autre parlementaire spécialiste de la transgression, du franchissement de ligne jaune, de la chaussée glissante, introducing Jack Lang. Alors vous êtes un socialiste atypique, pourquoi voter avec le gouvernement de droite? Vous soutenez ce texte de lutte contre le piratage? Mon attitude ne peut se concevoir que parce que le combat de ma vie a toujours été un combat d'homme de gauche, et à ce titre je soutiens 99% des instructions du Parti socialiste. Je suis un fidèle de Martine Aubry, à l'élection de laquelle j'ai participé, mais en même temps, et je l'explique dans un livre qui s'appelle « Demain comme hier », je suis un homme de culture, un intellectuel, un universitaire, et je me suis constamment battu depuis toujours pour la reconnaissance et la protection des droits des créateurs qui constituent l'une des grandes richesses à la fois intellectuelles et culturelles de notre pays. Je ne peux pas, ce n'est pas possible, humainement, moralement, renier mes convictions de toujours, le combat que j'ai mené pour la création auprès de François Mitterrand, auprès de Lionel Jospin, au sein du Parti socialiste. Vous êtes toujours socialiste, malgré ça. C'est parce que précisément, je suis socialiste, profondément socialiste, pleinement engagé à gauche, que je me bats depuis toujours et aujourd'hui encore pour la protection des créateurs et des artistes, en particulier contre le risque de pillage. Alors je ne cache pas ce qui se passe en plateau ça vous rend fou furieux, Lionel. Quelle imposture. Pourtant, attendez, avant que vous commenciez, vous dites quelle imposture, mais vous devriez être solidaire du transgressif de l'autre camp. Après tout, vous franchissez la ligne jaune, il franchit la ligne jaune. Où est le problème? Sauf que le débat se passe dans l'hémicycle et Jack Lang n'a pas passé 1 minute dans l'hémicycle sur ce texte. Pas 1 minute. Pas 1 minute sur ce texte. Je le souligne. Pour Benjamin, il est venu, vous avez vu, vous? Pour le vote solennel, il était présent. Pour le vote solennel. Et on ne l'a pas vu 1 minute dans l'hémicycle. Oui, mais c'est parce qu'il a un vrai bagage technique sur la question. Il s'y connaît, lui, en droit d'auteur. Qui viennent l'expliquer dans l'hémicycle. Je crois que c'est important. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Moi, j'ai pu le faire malgré mon opposition au texte. Moi, je crois que le débat se passe dans l'hémicycle. Donc c'est un imposteur. Ah bah, sur ce texte-là, tout à fait. Moi, je dis qu'effectivement, on l'a pas vu une seule fois dans l'hémicycle, et je trouve scandaleux qu'une grande chaîne nationale puisse lui accorder une telle plage horaire, alors qu'on l'a pas vu une seule fois dans l'hémicycle. Je trouve ça scandaleux. Ah ouais. Scandaleux. Claude Soula, c'est la bonne position, alors Jack Lang, si j'ai bien compris. Si je vous ai bien compris, peut-être j'ai rien compris. Oui, je pense que, à mes yeux, à moi, oui, c'est la bonne solution. C'est le discours social-démocrate traditionnel. C'est Pierre Arditi, c'est Bernard Murat. C'est Pierre Arditi, je pense que c'est Catherine Tasca. Enfin voilà, je pense que c'est toute. C'est pas un peu la vieille gauche, quoi. Ben si, c'est peut-être la vieille gauche. Mais enfin, la vieille gauche peut pas avoir tort sur tout. Ah, je vous dis pas ça, moi je vous pose des questions. Non, mais moi je vous réponds, elle peut pas avoir tort sur tout. Mais est-ce que vous êtes bien certain? Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Alors attendez, je vais sortir mes fiches. Oui, vous expliquez quand même sur votre blog, ou alors je suis neuneux, ce qui est tout à fait envisageable, que ce texte, il va pas pouvoir passer puisque toute l'opinion est contre. Et ça n'a rien à voir. Il y a les principes d'un côté, après il y a la réalité. Je veux dire, moi je trouve que c'est bien d'affirmer les principes. Je pense que dans toute société, il faut des principes, il faut qu'on sache où sont les lignes jaunes. Après, qu'elles soient appliquées ou pas. Merci, je suis content. Non, mais voilà, après qu'elles soient appliquées ou pas, c'est autre chose. Mais il faut que nous, qu'on sache, les citoyens, les êtres humains de ce pays, ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est le rôle de la loi. Après, est-ce que toutes les lois sont respectées? Bien sûr que non, on le sait bien.
Mais qu'on sache qu'il y a une loi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'un gamin sache, quand il fait quelque chose, qu'il se dise, tiens, il y a une petite lumière rouge qui se dise, ah ben tiens, quand je fais ça, quand même, je fais un truc, voilà. Benjamin. C'est pas parce qu'il a dit gamin que je me tourne vers vous, du tout. Mais parce que je vous place dans la situation du gars qui va faire le truc mal, je ne sais pas pourquoi. Pardonnez-moi. Désolé, mais c'est pas. Mais je dois faire la même chose que vous, rassurez-vous. Mais pour revenir sur, ça doit être ça en fait. Non, mais comment vous réagissez à Jack Lang d'abord? Donc, Jack Lang, vous dites qu'il est venu voter quand même. Jack Lang, il est venu voter et il s'est exprimé plusieurs fois dans les grands médias effectivement sur le sujet et il n'a jamais exprimé aucun argument ou n'a jamais rien dit sur le fond. Il s'est contenté de dire je défends la création et donc je défends Adopi. Ça se limitait à ça. Et donc il n'y a absolument aucune implication sur le sujet. C'est ce que dit Claude Soula aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est justement pendant les débats que l'opinion se crée et que l'argumentation va permettre d'adapter la loi et de la corriger. Derrière ça, il y a quand même une discussion sur le rôle réel des députés. Bon, la réalité, tout le monde la connaît, c'est que ce ne sont pas les députés qui font les lois. Il n'y a que dans les livres de droit qu'on croit ça. C'est le gouvernement. Donc le ministre arrive avec sa loi et l'objectif est qu'il y ait un minimum de débat de façon à ce que la loi passe le plus vite possible. Et comme le ministre a tout verrouillé avec son cabinet, son administration, éventuellement avec Bercy... On va en parler du cabinet du ministre. Éventuellement avec Bercy, si jamais il y a une question financière. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que la loi passe très vite. Et en fait, moins il y a de questions et moins il y a de débats, et plus le ministre est content, parce que comme ça, on touche pas à son texte. On est absolument dans le contraire de ce que devrait être le système. Et puis, il y a des moments, c'est passionnant, il y a des moments où le rideau se déchire. Et c'était le cas sur les OGM, c'est le cas sur cette loi. C'est de changer les choses. Voilà, exactement. Alors, effectivement, il y a la réforme du fonctionnement d'Assemblée avec plus de place pour le travail en commission. Donc tout ça, c'est en train de changer. Vous croyez à ça, vous? Oui, je crois à ça. Je crois à ça. La preuve, c'est que même avec un système verrouillé comme il l'est actuellement, quand les députés disent là, on n'a pas envie, il se passe quelque chose. La preuve, il se passe quelque chose. Le texte est tout de même voté exactement conforme aux avis du gouvernement. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que ce texte, il a du plomb dans l'aile et à mon avis, même s'il est voté, il sera voté. Oui, mais il y a des lois qui souffrent d'un défaut de naissance et d'une fragilité comme celle-là. Et à mon avis, cette loi elle aura du mal à s'imposer dans l'appareil juridique. Je ne dis pas qu'il faudra la violer une fois qu'elle aura été votée. Parce que j'ai entendu un truc bizarre là, tout doucement sur ma gauche. J'ai le sentiment que vous dites mais finalement on va pas l'appliquer. C'est ça que j'ai entendu là. Ah mais moi j'ai pas dit ça, mais ce que je veux dire, elle sera pas applicable. Techniquement, elle sera pas applicable. C'est-à-dire que on nous a vanté dans cette loi l'aspect pédagogique en disant effectivement sur les jeunes ça aura un impact, ils feront un peu plus attention. Le problème c'est qu'à partir du moment où sur Internet il aura été démontré par A plus B comment on fait pour crypter ces données, pour mettre en place des réseaux virtuels privés, les jeunes vont dire finalement on risque rien et finalement tout sera comme avant. Pas que les jeunes, arrêtez avec les jeunes. Tout le monde dira finalement on risque pas grand-chose. Grosso modo on a aussi peu de chances d'être pris qu'au loto parce qu'il y a déjà un premier avertissement, après on est remis dans le panier, il y en a un deuxième. À la fin, pas avant un an et demi, parce que techniquement c'est pas le faire, on pourra mettre en place réellement la suspension, donc c'est-à-dire pendant un an et demi ça va être le flou complet, donc les gens vont se dire finalement il se passe rien, et puis ils vont continuer à faire comme ils le font aujourd'hui. Donc le gouvernement a convenu d'ailleurs lui-même que tout serait fait pour prononcer de suspension, parce que ça va poser d'énormes problèmes juridiques également, donc en fait la loi est complètement vidée. Tout ça ne sert à rien, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer là. Il y a un aspect pédagogique qu'on veut mettre en avant, mais l'aspect pédagogique va vite tomber, il va vite tomber cet aspect pédagogique. Oui, je ris, parce qu'effectivement c'est un projet c'est une loi maintenant, puisque je crois qu'elle sera votée dans quelques heures au Sénat. Dans quelques minutes ou heures. Oui, minutes peut-être. Mais effectivement, c'est une loi qui est dangereuse, qui est complètement inefficace. Je veux dire, il faut quand même rappeler, c'est la base, c'est la défense de la création, et la loi ne rapportera pas un centime aux artistes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Claude? Mais je réponds rien. Quelle espérance de recette? On sait pas. Donc, j'ai à ma gauche un député qui me dit que la loi ne sert à rien, un internaute qui m'explique que ça rapporte pas un centime aux créateurs, et vous continuez à me dire c'est une bonne loi. Et ça coûte 100 millions à l'État. Ça coûte 100 millions à l'État. Je n'aime pas apparaître comme le porte-parole de mon patron, mais il finit son interview dans Libération hier en me disant essayons et regardons ce qui se passe. Bon, on me dit qu'en Suède, quand ils ont appliqué à peu près des mesures similaires, du jour au lendemain, le trafic sur la bande passante a chuté de 30%. Bon, ça veut dire quand même que ça a arrêté une partie du trafic de trucs.
J'ai l'impression que malgré tout, le jour où vous mettez en œuvre cette loi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Je crois qu'il y a des gens qui arrêteront de pirater et qui achèteront les titres et que donc mécaniquement, j'en suis intimement persuadé. Mais si ça marche pas, c'est pas grave. Le député UMP, mais le député, il en sait pas plus que moi. Il le sait pas. Moi, je vous le dis. Qu'est-ce qui nous garantit qu'effectivement ils achèteront des œuvres? Moi, je rappelle que cette loi, elle concerne que 20% du problème, les réseaux peer-to-peer. Le reste, le piratage dans la cour d'école où on se passe par clé USB, par MP3 et tout, mais là-dessus, on a absolument, la loi ne règle rien du tout. Et là-dessus, quand vous achetez une clé USB, parce que ça c'est prévu aujourd'hui, quand vous achetez une clé USB, quand vous achetez un disque dur, vous payez une taxe qui est déjà répartie entre les articles. C'est intéressant. Ça, on n'en a pas débattu. Ça, mais ensuite, elle est répartie entre les articles. Vous croyez qu'elle est répartie au créateur? Ça se passait, rien du tout. Il y en a une partie qui va au créateur, bien sûr. Monsieur le député? Là, voilà, ça fait partie, quand on parlait de création, cet aspect-là, personne n'en a parlé, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez fort justement, les supports n'arrêtent pas de se vendre, les disques durs amovibles, etc. Les chiffres explosent en termes de vente, et tout ça, on ne sait pas où ça va. Donc quand on nous dit que la création n'a plus d'argent, ça va à la SCAD, on aimerait bien savoir un petit peu où ça va, et là, on n'a pas eu d'éclaircissement. Alors, il y a 75% des montants qui sont reversés aux artistes et 25% qui sont reversés pour financer la création en général. Donc c'est un moyen de financement qui est tout à fait. Donc vous trouvez que c'est correct? Je trouve que c'est tout à fait légitime. C'est dans la mesure où directement, il favorise la vente de ces supports. C'est une légitimation de la copie privée. Et la copie privée, c'est exactement ce qui se passait déjà à mon époque quand on était plus jeune. C'était les cassettes audio et les cassettes vidéo. Et qu'on échangeait effectivement dans les cassettes. Donc on échangeait dans les cours d'école effectivement. Et c'est du même niveau avec les clés USB. Est-ce que vous pensez pas tous qu'on est quand même tombé collectivement ou certains individuellement dans ce qu'on appelle ici un piège à médias? Parce que je vais vous montrer des images. Il y a eu une manifestation anti-Adopi à Paris qui devait rassembler la fine fleur de la blogosphère, de l'internet. Et alors regardez à quoi ça ressemblait. C'était des images de France 3 Île-de-France. C'est un sujet qui passionne forcément notre invité de ce soir, Benabar. Il y a un front de libération de la musique et ce front s'est rassemblé en début d'après-midi à 2 pas de l'Assemblée nationale pour dénoncer la loi Adopi. Cette loi création et Internet a été rejetée le 9 avril par 21 voix contre 15. Il n'y avait pas foule dans l'hémicycle. Cette loi repasse en lecture dès la fin du mois avec un vote solennel le 12 mai. Ce qui ne plaît pas au front de libération de la musique. Alors il n'y avait pas foule dans l'hémicycle, dit le commentaire. Il a juste oublié de dire qu'il n'y avait pas foule place du Palais Bourbon. Non. Vous y étiez, Benjamin? Oui, j'y étais, on vient de me voir. Vous étiez combien? 300? On était 300-400, effectivement. Nous, Là, pardon, je vous coupe avant que vous me répondiez. La question, c'est, on nous a vendu quand même une pression extraordinaire des internautes déchaînés, une foule, la haine, me dit Claude Soula. Et quand on fait une manif à Paris, il y a 300 personnes. Où chercher l'erreur? C'est pas nouveau. On a déjà vu par le passé, il y a eu plusieurs tentatives de manifestations issues de gens qui étaient sur Internet. C'est que général, quoi. Sortir les geeks, c'est dur. Sortir les geeks, c'est dur. En français, ce qui signifie les faire quitter leur ordinateur et venir dans la rue pour exprimer leur position. Quand il s'agit de taper des commentaires, en général, ils sont à fond, mais autrement, c'est assez dur de les motiver. Lionel Tardy. Les gens ne réalisent pas. C'est-à-dire que ce texte, on débat effectivement d'ayant droit, de technique. Moi, je crois quand même que l'élément clé, c'est quand même que on estime qu'il y a quasiment 30% des suspensions seront prononcées à tort. Donc, pour l'instant, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça va produire. Il y avait qu'un problème de recours, en plus. C'est un vrai problème. C'est-à-dire, ce texte est basé sur l'identification par ce qu'on appelle l'adresse IP, qui est une immatriculation, on va dire ça comme ça. On a prouvé également dans les débats que cette adresse, elle pouvait être usurpée. On pouvait, dans le cadre d'un réseau Wi-Fi, utiliser celle de son voisin, etc. Donc, ça veut dire qu'au-delà de tous les aspects qu'on a déjà débattus, il y a ce problème fondamental de cette adresse IP qui n'est pas une donnée fiable, et c'est cette donnée-là, d'ailleurs, elle est tellement peu fiable que le gouvernement ne va pas vous accuser par rapport à cette adresse IP, il va vous accuser pour défaut de protection de votre installation. Ça prouve jusqu'où on va. Donc, vous voyez, techniquement, encore une fois, voilà encore un argument massu qui fait que cette loi pose problème, parce que si déjà l'élément phare sur lequel on va effectivement envoyer des avertissements à un internaute n'est déjà pas une donnée fiable, imaginez ce que ça peut produire derrière. Alors en recours, n'en parlons pas. Si c'est une entreprise où on coupe à tort l'accès Internet, les dommages et intérêts, qu'est-ce que ça va faire? Tout ça avec pas de contradictoire, parce que là depuis c'est 7 personnes. Alors quand on aura 1000 procédures de coupure par jour, c'est ce qu'on nous annonce. Donc c'est ingérable. Mais c'est ingérable derrière, on va vous suspendre. Le recours, la suspension ne sera pas entre guillemets facteur entre guillemets de suspension de votre abonnement, et puis voilà, on va être là et on essaiera d'avoir un interlocuteur en face qu'on n'aura pas, et pendant ce temps-là votre accès sera coupé. Donc et vous n'avez pas évoqué ce qu'on appelle sur le net le flicage que ça permet.
Parce qu'il y a aussi qu'il y a toute la dimension flicage à laquelle tous les internautes sont extrêmement sensibles. Filtrage si vous voulez, mais enfin flicage en enlevant quelques lettres. Je pense qu'on peut dire les deux en fait. On peut dire les deux. Puisqu'il y aura effectivement des compagnies privées qui seront chargées d'observer les réseaux et de dénoncer donc à l'Hadopi les... De dénoncer. Bah, je pense que c'est un peu le mot. Hein, de la délation. C'est une forme de délation, j'irai pas jusque-là. Si vous connaissez-vous un système dans lequel il peut y avoir de la transgression et des sanctions sans qu'il y ait de flicage, il faut me le démontrer. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que ça, c'est un argument qui me gêne là pour le coup, parce que bien sûr, il y a des erreurs judiciaires, mais c'est pas pour ça qu'on supprime les tribunaux. Donc peut-être que le système, non, mais s'il y a plus d'erreurs, peut-être que le système, on peut l'améliorer, peut-être qu'il faut le rendre plus contradictoire, peut-être qu'effectivement il y a des sanctions qui sont excessibles. Ça, c'est possible. Mais à la limite, là pour le coup, on est dans la technique. On n'est plus dans le problème de conscience, parce que la technique, ça permet d'améliorer la loi en disant il faut qu'elle soit la moins injuste possible. Moi, le problème de conscience, c'est plutôt ce que disait Claude Soula tout à l'heure en disant est-ce qu'on considère que le système actuel, il est si bon qu'il faut le figer tel qu'il est, et que donc il faut refuser ces espèces de fuites en ligne qu'on va voir avec le téléchargement illégal, et donc à ce moment-là on dit oui à la loi ou non à la loi. Vous voyez l'argument sur le thème ouais mais c'est pas extrêmement opérationnel ou il risque d'y avoir des excès. Malheureusement, toute loi par nature peut provoquer des abus compte tenu du fait qu'elle est dès lors qu'il y a une dimension de sanction. C'est flagrant sur ce texte, on a tout un tas d'aspects techniques et juridiques qui ne sont pas verrouillés. On nous dit même dans le texte, souvenez-vous, on nous parlait dans certaines mesures de l'état de l'art. On fera en fonction de l'état de l'art, notamment la suspension de l'abonnement. Mais attendez, mais moi ça me fait rigoler. Une loi, c'est ou c'est blanc ou c'est noir, c'est pas en fonction de l'état de l'art. Ouais, mais donc, vous voyez, ça vous pouvez l'améliorer. Regardez, il y a des lois sur les limitations de vitesse. Il y a des lois sur les limitations de vitesse depuis, je sais pas, depuis peut-être 70 ans, depuis toujours, oui. Et voilà, à l'époque, il n'y avait pas de radar automatique. Pas toujours. Mais tout à fait. Que maintenant, contre l'idée générale de la loi est une chose. Le problème, c'est que le diable, justement, est dans les détails. Et que c'est au moment des débats, quand des amendements sont proposés par des députés, justement, pour corriger les problèmes techniques, que normalement, les débats et l'argumentation devraient permettre d'améliorer la loi en recherchant un consensus entre justement les députés de la majorité et de l'opposition. Et d'ailleurs, on l'a vu. Je veux dire, il y a eu beaucoup de députés de la majorité. Et on aurait voté si ces amendements étaient pris. Alors, les amendements sont pas venus. Il y a eu tout un tas de carambolages absolument extraordinaires avec cette histoire. Et il y a surtout eu un dernier épisode tout à fait stupéfiant et tout à fait choquant. On parlait de flicage. C'est l'affaire Bourreau. L'affaire Bourreau qui vous avez consacré un billet de votre blog, on va en parler, mais avant, donc je voudrais rappeler ce qu'est l'affaire Bourreau, un cadre de TF1 qui n'est pas d'accord avec l'Hadopi, qui envoie un mail à sa députée Françoise de Panafieux, et on va écouter l'intéressé Julien Bourreau-Guggenheim expliquer au micro d'Europe 1 lui-même la suite des événements. On l'écoute. J'ai été convoqué par ma direction. Il avait le mail et puis sans aucun état d'âme, il me décrit le parcours que le mail a eu. Madame de Panafieux ou l'un de ses collaborateurs a transféré mon mail au ministère de la Culture, qu'il a ensuite transmis à la direction de TF1. On me fait comprendre qu'il y aura une sanction et puis j'ai eu un retour début avril sur le fait que la sanction serait le licenciement. Évidemment, j'ai été surpris et même choqué. Ça veut dire que quand on travaille à TF1, on n'a pas le droit d'avoir cette opinion ? A priori, j'ai découvert quelle était la position de TF1 et quel était le rôle auprès des politiques de TF1. Alors avant que le débat s'enflamme, et avec vous Claude en particulier, et bien sûr vous monsieur le député, la ministre vient à l'Assemblée et évidemment elle est amenée à répondre sur cette question. Madame Albanel. J'avoue que j'étais absolument pas au courant, c'est Jean-Pierre Brard hier soir qui a fait une allusion effectivement à cette affaire. Voilà. Bon, écoutez, renseignement pris. Il s'avère en effet qu'un mail avait été adressé à Françoise de Panafieux, qui en dira peut-être un mot, qui donc l'avait adressé au ministère pour avoir des éléments techniques qui lui ont été en effet donnés. Et à ma connaissance, rien de plus. À ma connaissance, rien n'a été transmis. Voilà. Ce que je veux dire en tout cas, solennellement, c'est que je n'ai jamais demandé à personne la tête de qui que ce soit. Ce n'est pas quelque chose que je ferai jamais. C'est vraiment pas dans mes habitudes, c'est pas dans ma nature. Alors à ma connaissance, rien n'a été transmis. On sait depuis que c'était pas vrai, puisqu'il semble bien que ce soit bien un membre du cabinet de Madame Albanel qui est transmis. Mais c'est pas terminé. Vous avez vu comment elle a envoyé la patate chaude à Françoise de Panafieux ? Eh ben tiens, regardons la patate chaude. Enfin, Madame de Panafieux. C'était un mail qui était très bien construit. Devant les arguments donc qui étaient donnés par celui qui l'envoyait, j'ai transféré au ministère de la Culture un peu comme un exemple et en suggérant le 19 février dernier, en suggérant qu'on s'en inspire pour faire comme un contre-argumentaire
il a dit il a précisé qu'il travaillait dans le secteur des médias et de l'Internet, et il a été plus loin, il a précisé le nom de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Je crois que c'est vrai que vous pouvez sélectionner une partie des mails. Mais c'est vrai aussi qu'on a l'habitude de le faire quand la confidentialité n'est pas demandée. Il y a une touche qui s'appelle forward, et je voudrais bien que celui ou celle qui n'a jamais utilisé cette touche lève le doigt dans cette assemblée. Forward. Claude Soula, le 8 mai, c'est important ce que vous écrivez. Aux États-Unis, le ministre en question aurait déjà démissionné, et son cabinet avec. Cette collusion entre un gouvernement et une entreprise me semble plus inquiétante que bien des dérèglements, etc. Ça vous a vraiment rendu foudrage. Ah oui, non, là, c'est une question de principe. C'est vrai que, voilà, vous avez un citoyen normal, voilà, qui est c'est une dénonciation involontaire par son député, c'est une dénonciation par un ministre, en plus ministre de la Culture. Enfin voilà, et contrairement à ce qu'elle a dit, un membre du cabinet a envoyé le mail puisqu'il est suspendu. Je pense qu'elle le savait déjà. Et donc est-ce qu'elle le sait au moment où elle le dit? Je pense qu'elle le savait. Alors, je me tourne vers le député UMP. Vous êtes député UMP, le ministre de la Culture, elle doit démissionner? Moi, je pense qu'il y a une erreur grave, c'est clair. Bon, déjà, dès le départ, moi, je veux dire, on reçoit des mails dans nos circonscriptions, des mails à l'Assemblée. Bon, déjà, c'est pas tous les mails qu'on redirectionne vers un ministère. Moi, ça m'arrive peu souvent, je dois le reconnaître. Peu souvent. Quand j'ai un problème, je pose une question écrite au ministre, je m'en entretiens avec lui lors des questions gouvernement. Je ne vais pas renvoyer comme ça un email. Déjà, je l'envoie où? Et la plupart du temps, ces emails, ils aboutissent nulle part. Donc, je veux dire, la moindre des choses quand on transmet un mail comme ça, c'est effectivement déjà de cacher l'identité de la personne concernée. C'est quand même un minimum. Ça, c'est l'erreur de Panafieux. Oui, il y a une erreur à la base. L'erreur où elle l'a fait exprès, on n'en sait rien. Il y a une erreur là, derrière. Question. Christine Albanel, là, elle dit rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir, j'y suis pour rien. On sait depuis que ce n'est pas le cas. Vous êtes député UMP. Claude Soula dit dans un pays comme les États-Unis, une ministre à qui ça arrive doit démissionner. Vous en pensez quoi, vous, Lionel Tardy, député UMP? Je pense que c'est une vraie question parce que j'estime qu'il y a quand même une collusion qui est gênante, qui est très très gênante. Hein. Moi, imaginez, je vais écrire au cabinet du ministre. J'ai même pas comme ça en tête l'adresse pour pouvoir le faire dans la minute. Là, on a vraiment l'impression que le directeur de cabinet, il prend le mail et adjoint. Dans la minute qui suit, il le forward, comme vous voulez, hein, il le transfère effectivement à TF1, donc ça veut dire que... C'est pas n'importe qui à TF1, il le transmet au patron, non pas au patron, au patron au chef du lobby, à celui qui fait le lobby de TF1. C'est encore Jean-Michel Cournillon est directeur du lobby de TF1. Ouais. C'est l'homme qui est toujours à l'Assemblée nationale, qui est avec les députés, c'est l'homme qui fait voter les lois TF1, c'est l'homme qui explique au ministère de la Culture ce que veut TF1, et en général, le ministère de la Culture finit par appuyer ce que veut TF1, et les députés, qu'ils soient de droite ou de gauche, là, je fais pas de différence, PS, UMP, finissent par voter la loi qui fait plaisir à TF1. C'est une qualification officielle, le terme de lobby au sein de TF1 ? Oui, je crois. Oui, bien sûr. Il a un titre différent. Alors, Lionel Tardy, en bon élève de Jeremy Paxman, BBC, je vous repose pour la 3e fois la question. Est-ce que la ministre... Vous êtes député UMP, est-ce qu'une ministre qui agit comme ça, qui ne dit pas à l'Assemblée qu'elle sait déjà les choses, moi je ne peux pas croire, franchement, en regardant ces images, qu'elle ne le sait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'elle doit démissionner? Je vous dis, je suis à sa place, je démissionne. Voilà. Merci. Suis à sa place, je démissionne. Comme quoi, en vous posant 3 fois une question, on finit par avoir une réponse. C'est intéressant. Dans le contexte. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est justement, on n'a pas beaucoup parlé de Madame de Panafieux, alors que pourtant, c'est justement, cette histoire révèle exactement, elle est au tout début sur notre site, et c'est typiquement, justement, de la godille. C'est une des premières que vous avez épinglées dans les godillots. Tout à fait. Et justement, cette intervention montre exactement ceci. C'est-à-dire qu'on a donc une députée qui reçoit, de la part de ses électeurs, des argumentaires sur la loi. Et il paraît normal que la députée s'informe auprès du ministère des arguments du ministère. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Elle précise exactement qu'elle a envoyé le mail au ministère pour avoir un contre-argumentaire. Ouais. Donc en fait, elle n'a pas d'avis et elle ne veut pas se former son propre avis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça, c'est pas complètement aberrant. Mais c'est la... Guillaume. Ce type est contre la loi. Bon, il dit, voilà les raisons pour lesquelles je suis contre cette loi. Il l'explique. Moi, j'ai plusieurs questions à poser. Pourquoi est-ce que ce mail, il doit devenir secret ?
C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que forcément... Le mail, non, l'identité du mailer, oui. Oui, mais l'identité du mail, mailer... ça peut être secret. Si vous m'envoyez un mail, Guillaume, en me disant c'était nul ton émission, oui, mais si je vais lui, pas forcément si le passer à lui, pardon, je vais me faire l'avocat du diable, mais après tout, puisqu'on a le droit de franchir la ligne jaune, si lui écrit en disant qui il est, veut dire, donc ça veut dire que... Il écrit à sa députée. C'est normal de décliner son... C'est un mail à sa députée. Oui, mais il l'écrit pas, il l'envoie pas anonymement, ce mail. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que... Vous allez pas écrire anonymement à votre député, a priori, vous attendez pas à ce que votre député vous... On est en République, en démocratie. C'est une correspondance privée, de toute façon. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas choqué par le fait que Françoise de Panafieux fasse suivre le mail au ministère de la Culture en disant, voilà ce que dit ce monsieur, ça me semble intéressant, il a l'air compétent sur le sujet, qu'est-ce que je lui réponds? Ça me choque pas. C'est l'étape d'après qui peut me choquer. Maintenant, je vais me mettre à la place de... Quel contre-argumentaire? Elle dit pas qu'est-ce que je dois apporter comme réponse. Voilà la vérité. Elle demande pas donnez-moi des éléments pour que je lui réponde. Elle dit bâtissez un contre-argumentaire par rapport à ça. C'est quand même différent. Alors effectivement, quand on ça pour le coup, c'est moins bien. Mais sinon, le fait de dire on prend un élément du débat, on prend les arguments et on les confronte. Moi, je trouve ça assez sain pour un parlementaire. Je trouve ça assez intéressant comme approche. Ensuite, je vais me faire l'avocat du diable. Je sais pas ce qu'il fait ce monsieur à TF1, mais moi, je suis directeur de Valeurs Actuelles. Si j'ai un journaliste de Valeurs Actuelles qui écrit à son député en disant vraiment c'est une catastrophe la politique du gouvernement, vivement que Ségolène Royal soit au pouvoir, parce que ça va quand même beaucoup mieux avec les socialistes. Je pense que je vais pas le licencier, mais en tout cas, ça me poserait un problème. Vous allez le licencier? Non, je ne le licencierai pas, je ne pense pas. Mais en même temps, ça me pose, sans doute, probablement, mais ça me pose un vrai souci en même temps. C'est-à-dire que je dis pas est-ce qu'il fallait le licencier, je dis ça me pose un problème parce que il me semble qu'on a une nécessité de loyauté vis-à-vis de son employeur. Ce monsieur, apparemment, il est haut placé dans la hiérarchie. Il n'envoie pas son mail de son bureau, il envoie un mail privé. Oui, mais ça veut dire... Oui, oui, d'accord. Il se sert pas de la boîte mail de TF1, il envoie son mail privé. Claude. Il y a forcément des gens à Valeurs Actuelles qui ne pensent pas exactement comme leur patron. Mais non, parce que tout cela, j'ai réussi à les trouver. Et vous-même, parfois, vous pensez pas comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez raison, mais en même temps... Et par ailleurs, c'est pas la même chose. Valeurs Actuelles, on sait que c'est un journal plus ou moins militant. TF1, c'est une entreprise qui se targue de parler à tous les Français. Et elle se targue de dire je ne suis en opposition ni avec la droite ni avec la gauche. Je suis d'accord. C'est pas du tout le même positionnement. En revanche, Claude, sur Adopi et Arrêt sur Image a fait un joli travail là-dessus. On voit bien que le temps consacré aux opposants à la loi est assez limité sur cette chaîne. Ah ben, par ailleurs, on sait que l'information donc il y a bien du lobbying, est toujours légèrement biaisée. Légèrement, oui, très légèrement. On le sait. Par ailleurs, Guillaume, promettez-moi que vous licencierez personne. Hein. Non, c'est promis. Non, mais parce que je voudrais pas qu'on franchisse la ligne jaune. Non, mais vraiment. J'admets le raisonnement de cela qui est très recevable. Surtout que Valeurs Actuelles n'a jamais caché ses idées, donc le journaliste, il sait en y entrant ce qu'on pense. Alors qu'à priori, demandé à aller à Valeurs Actuelles. Vous seriez accueilli avec plaisir, pourtant, en tout cas comme chroniqueur, même si vous partagez pas les avis de la maison. On vient d'avoir une embauche en direct, c'est la première de la ligne jaune. Claude Soula rejoint. On fait écrire chaque semaine Olivier Duhamel, ancien député européen socialiste en Valeurs Actuelles, et voilà, ça nous empêche pas de dormir, et nos lecteurs non plus. Au contraire, ça permet de provoquer le débat. Je reconnais votre point de vue. En même temps, moi, je pense que on doit avoir une forme de loyauté vis-à-vis de son entreprise quand on est à un poste de responsabilité important, quand on a un haut salaire, et il y a un côté. Ça va pas jusqu'au licenciement. Non, je suis d'accord. Mais il y a quand même un côté. Claude Soula, pour finir, malheureusement, vous allez devoir nous quitter parce vous avez une obligation. Comment vous jugez, pour terminer, d'un regard un peu panoramique et général, cette loi dont le député vient de nous expliquer, c'est son métier, qu'elle servira à rien. Ces derniers développements avec cette affaire Bourreau, c'est un peu n'importe quoi, honnêtement, non? On est dans le domaine, mais pour moi, on est dans le domaine du principe. Donc voilà. Vous m'avez répété ça 3 fois, j'ai toujours pas vu le principe. Mais c'est quoi le principe? Une loi n'est pas un principe. Une loi, c'est une loi. C'est pas un principe, une loi. C'est ça le problème. C'est pas un principe. Sauf que beaucoup de lois, et après on vit chacun les lois comme on peut. On passe notre vie tous. Ah non, on les subit chacun. Pardonnez-moi, on ne vit pas les lois. On les contourne. Non. Vous êtes justiciable, donc vous ne vivez pas la loi, vous la subissez. Vous avez raison. S'il n'y a pas des principes derrière les lois, à ce moment-là, c'est juste l'arbitraire de la majorité. Mais il dit lui-même que l'arbitraire de la majorité est plus fort que cette loi dans son blog. Oui, mais il y a un système, derrière chaque loi, il y a un système de valeurs. Mais c'est le principe du surmoi. Vous savez que voilà, il est là, il vous gêne, Lacan sort de ce corps. Vous allez chez un psy pour essayer de dealer avec. Mais vous peut-être, moi non, moi je suis très très bien dans ma tête, je comprends pas votre truc. Mais c'est pas possible. Vous pas plus que les autres. Non, mais pour finir, parce que je voudrais pas que vous partiez en pensant que je me moque, c'est pas du tout ça. J'essaie de comprendre parce que vous avez quand même le représentant de
la majorité, le parlementaire qui vous dit votre truc ne sert à rien. Enfin, le représentant minoritaire de la majorité. Oui, mais il est quand même dans la majorité, à moins qu'il soit viré demain à cause de l'émission. Majoritaire parmi les exprimés. C'est-à-dire que là, je me transforme en défenseur quasiment d'Adopi parce que tous les autres sont cons. Guillaume, il était pas contre. Il est très ambivalent. Bah oui, j'arrive pas, voilà. je suis désolé. Lui est ambivalent, lui est contre. Benjamin aussi, a priori. Oui, mais c'est pas une posture chez vous, Claude. Mais chez moi, je dis simplement, je ne sais pas où est la vérité. Je me dis simplement, cette loi me semble peut-être pas si mauvaise que ça. Je veux dire, j'aimerais voir ce qu'elle va produire comme effet. Si elle donne aucun effet, qu'on la laisse tomber. Voilà, on met ça aux oubliettes. Voilà. Et si jamais elle a la chance d'arriver à faire que les artistes arrivent à nouveau à s'en sortir ou que ça freine, que ça refreine. Mais voilà, quand même, les autres pays, visiblement, tout le monde se demande, c'est un laboratoire. Elle est vraiment, tout le monde lui tape dessus. Bon, cette loi est un espèce de laboratoire où tout le monde se dit, tiens, est-ce que ça va donner quelque chose? Si ça marche pas, elle tombera. Enfin, c'est un peu ennuyeux de légiférer. La loi, je parle sous contrôle du député, c'est pas un laboratoire. Combien de lois sont votées chaque année qui ne sont même pas, dont on ne prendra jamais les décrets, qui tomberont aux oubliettes? Celle-là, si. Mais celle-ci, elle est vraiment flagrante. Il y a beaucoup de lois, effectivement, qui s'appliquent pas parce qu'on attend toujours les décrets, mais alors là, avant même qu'elles soient votées, on sait déjà qu'il y aura des problèmes. Alors, autant limiter les lois, entre guillemets, inutiles, et faire en sorte que, celles qui vraiment posent un problème, on les vote pas. Claude Soula, je dois vous laisser partir. Oui. Je ne vous cache pas que c'est avec tristesse, car je n'avais pas terminé avec vos affaires de principe. Très franchement. C'est très Donc, intéressant. chers téléspectateurs, vous allez voir disparaître Claude Soula. Nous ne lui avons rien fait. Il a un rendez-vous et nous revenons dans quelques secondes. Il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché. Vous reviendrez. Pas du tout, mais vous allez vous ennuyer sans moi. C'est ce que je pense. Alors, on a vu beaucoup d'aspects. On a vu comment le parlementaire Lionel Tardy a essayé de résister. On a vu cette affaire Bourreau absolument incroyable. Benjamin, donc est-ce que c'est Adopi qui a provoqué la création de votre site député Godillot, je vais arriver à le dire, c'est difficile à dire, députégodillot.info, ou est-ce que de toute façon vous aviez le projet de monter cet observatoire qu'on pourrait qualifier peut-être de poujadiste, on va en parler, de travail, d'observation du travail parlementaire? Alors déjà, anti-parlementariste. Déjà, j'ai l'impression que pour une fois, c'est vous qui dépassez la ligne jaune. Oui, mais moi, je suis là pour dépasser la ligne jaune dès que je peux. C'est consubstantiel. Parce qu'en fait, poujadiste, on est sur le net, ça fait un peu Godwin, point Godwin. Un point Godwin, vous me décernez un point Godwin. Je t'expliquerai. Pour revenir. Sur le site. Je traduirai. Donc non, effectivement, c'est une conséquence de Adopi. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas créé. C'est lié à ça, vraiment. On n'aurait pas eu l'idée, on n'aurait pas créé le site sans l'existence d'Adopi. Et de même que sans l'existence d'Adopi, Jean-François Copé n'aurait pas présenté toute sa campagne autour de son livre sur le parlementarisme. Et suite à c'est le sujet du livre. Ouais, tout à fait. Mais un député, ça compte énormément. Ça compte énormément. Et donc, il a dit à plusieurs reprises dans les médias, dans la semaine du 15 avril, je crois, le Parlement Godillot est derrière nous, il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de Godillot au Parlement, ce genre de choses. On en a la preuve là, regardez. Il se trouve que, tout à fait. Non, on a la preuve qu'il y a des députés qui ne sont pas Godillot, et encore heureux, ils sont une majorité. Ce que nous, en fait, nous avons pu observer, c'est, en fait, ça remonte à la loi Dati, donc d'il y a 3 ans. On s'était rencontrés par hasard avec Témour, donc mon camarade, dans les tribunes, en fait, du Sénat, où on assistait au débat sur la loi Dati. Donc on avait le projet de loi, les amendements avec nous, et on suivait la loi et on prenait des notes sur ce qui se passait. Et comme ça, par intérêt professionnel, intellectuel? Complètement par intérêt personnel. C'est une loi qui nous passionnait. Ouais. Et donc on est venu assister. Et effectivement, j'invite tout le monde à aller assister au séance. C'est vraiment passionnant. J'ai amené, c'est pas très compliqué. Vous obtenez des tickets de séance. Vous demandez à votre député et vous vous présentez habillé comme ça avec un pull ou quoi que ce soit. On peut être mieux habillé aussi. On peut être mieux habillé aussi. Mais donc en fait, après on s'est perdu de vue. En fait, on savait pas trop quoi faire de ces notes au Sénat. Et il se trouve que pendant Adopi, on s'est retrouvé par hasard dans les vestiaires de l'Assemblée nationale. Et donc en fait, c'est pas un complot, c'est le hasard. Ah non, on a renoué contact et on a continué. En fait, on s'est aperçu qu'on continuait de la même façon à prendre plein de notes. Ouais. Et on savait pas trop quoi en faire. Et c'est le jour où donc on a vu cette intervention de Monsieur Copé, où donc Témoin m'a envoyé un mail me disant ouais, t'as vu ça, c'est fou. Enfin par rapport à ce qu'on a vu, c'est quand même frappant. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et donc 24 heures plus tard, le site était lancé. Donc on a bossé là-dessus toute la nuit. Et le lendemain, donc on avait notre premier député Godillot. Donc Alain Marty. Expliquons bien aux gens qui nous regardent. Vous allez en séance, vous observez comment ça marche. Alors est-ce qu'on vous laisse aller tranquillement en séance? Vous n'avez pas eu un petit incident récemment? Alors si, effectivement. Donc on a prévenu les parlementaires très vite de l'initiative qu'on avait lancée. Vous l'avez prévenu, Tardy? Oui, on a envoyé un mail à tous les députés. Vous avez reçu le mail?
Oh, j'ai pas en tête le mail. Ce qu'on sait, c'est que rapidement, les gens nous ont dit... Oui. Non, moi, j'ai pas en tête d'avoir reçu le mail. Bon, ce qui est clair, c'est que rapidement, l'info est passée auprès des députés. Ah, vous avez eu l'info? De bouche à oreille. Faites gaffe, il y a des mouchards. On nous a dit, attention, il y a des gens en tribune là-haut qui épient votre travail. Voilà. C'est ce que vous dites est terrible pour les journalistes, parce que logiquement, si je puis me permettre, le travail du journaliste, il y a plein de journalistes qui sont accrédités à l'Assemblée, c'est de faire ce qu'ils font. Donc vous n'avez pas peur des journalistes et 2 internautes vous foutent les jetons. C'est assez drôle quand même. Je vous félicite, Benjamin. C'est gentil. Mais... Donc l'info est passée, les mouchards sont dans la place. Ok. Alors effectivement, donc l'info est passée. Nous, on a pu l'observer même parce qu'effectivement, dès le lendemain, on commençait à avoir pas mal de députés qui parlaient, qui nous regardaient, qui pointaient du doigt. On a un député qu'on a mis sur le site qui nous disait "You, député Gaudi", Jean-Michel Ferrand. Jean-Michel, c'est un député de quel? Je peux pas. Vous savez pas. Je vous avouerai que je peux pas. Je peux vous le dire si vous voulez. J'ai le premier. Non, mais c'est pas grave. Ce avec quoi on vient donc pour assister aux séances en fait. Et donc c'est un livre donc avec toutes les photos de chaque député. Le trombinoscope. Et donc en fait, on se présentait donc en séance et suite à ça, en fait, dès le lendemain de notre mail, on a été déplacé de tribune. Donc c'est-à-dire que le personnel de séance nous a informé qu'on dérangeait un peu. Le personnel, vous voulez dire quoi? Les huissiers? Je connais pas le terme exact qui est employé par le... Je sais pas, c'est le niveau du vestiaire. Mais c'est les personnes qui s'occupent des vestiaires à l'entrée, qui nous amènent dans les tribunes et qui surveillent les personnes dans les tribunes. Quoi. Ouais. Ah mais ça, de toute façon, tout le monde, c'est public. Hein, il y a une photocopie de notre carte d'identité de toute façon. Donc on vous dit là, c'est pas là. Et on nous dit oui, aujourd'hui vous n'allez pas aller dans cette tribune, vous allez dans cette tribune. Il se trouve que donc avant on était dans la tribune qui était juste derrière les députés de la majorité, donc ce qui permettait en fait dès qu'il y en avait un sur l'ordinateur, on voyait Madame Guégaud en train de jouer au solitaire sur son ordinateur. Qu'est-ce que vous dites là? Madame Guégaud qui jouait au solitaire sur son ordinateur, Madame Ostalier qui triait ses photos de voyage. Vous savez que c'est de la grave diffamation ce que vous êtes en train de faire. On va se retrouver avec un procès. J'espère que vous avez des preuves. Ah bah j'ai même une preuve puisque Madame Ostalier a confirmé ceci. C'est-à-dire qu'en fait on a un internaute qui en voyant ça a écrit à ce député pour lui dire que c'était scandaleux. Et elle lui a répondu et elle a voulu poster un commentaire et c'était les débuts du site et on a eu un problème technique qui fait que les commentaires s'affichaient pas. Donc du coup elle a envoyé le mail, elle nous a envoyé le mail, on lui a fait une réponse et on a mis le commentaire en ligne. Et elle confirme en fait, elle dit oui effectivement j'étais en train de trier mes photos de voyage en Afghanistan pour ma mission parlementaire. Mais c'était une mission parlementaire. C'était une mission parlementaire. C'est pas les photos de vacances en maillot. Effectivement son travail. Effectivement. C'est son boulot. La question est-ce qu'elle devait faire cela au moment où les débats avaient lieu sur la loi? Alors, plutôt que d'écouter. Vous changez de place. Par ailleurs, elle précise dans son argumentaire que effectivement, elle le dit, la loi ne l'intéresse pas. Elle fait confiance à son ami la ministre. Et ça s'arrête là. Mais qu'est-ce que vous surveillez, vous surveillez si les députés observe sont ce là, que les députés font, vous surveillez s'ils participent au débat. S'ils participent et écoutent les débats et s'ils votent, évidemment. Et effectivement, donc, il y a énormément de députés, non, n'exagérons rien, mais il y a beaucoup de députés qui sont présents et qui ne font absolument rien en rapport avec les débats. Ils participent. Attendez, Guillaume, on n'a pas fini parce que ils se sont fait bouger. Donc vous étiez derrière les députés de la majorité, on vous a foutu derrière ceux de l'opposition, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc vous êtes trop loin pour les reconnaître? Non, au contraire, maintenant avec le trombinoscope, du coup, on les voyait de face. C'est quoi l'histoire du trombinoscope? On vous a interdit de venir avec le trombinoscope ou je me trompe? C'est encore le lendemain. Le lendemain? C'est-à-dire que le premier soir, on a été déplacé. Visiblement, ils ont vu que ça allait, on pouvait toujours continuer. Et alors donc le lendemain, on arrive en séance et le personnel donc de séance nous informe qu'ils ont reçu une note express du bureau de l'Assemblée nationale, donc le bureau qui est constitué en fait de la conférence des présidents, des questeurs et de secrétaires. Ça rigole pas. Hein. Nous leur signalant qu'il était désormais interdit de venir assister au débat en tribune avec le trombinoscope. Donc interdit de venir avec. Donc interdit de venir avec ça. Parce on ne peut pas entrer avec ça. Il n'est pas très bien que les gens puissent identifier les gens qui parlent, les députés qui parlent. Pourtant, c'est quand même stupéfiant. Au niveau de transparence démocratique. Là, on joue sur les mots. Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, si vous êtes là pour voir si les députés sont présents, s'ils posent des questions, tout ça me dérange pas du tout. En revanche, que vous vous mettiez derrière leur épaule pour savoir quand est-ce qu'ils sont allés faire pipi ou à quoi ils jouent, ça, pour le coup, je vois pas de quel droit vous pouvez faire ça. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai travaillé à une époque dans le même groupe de presse qu'Alexandre Adler. Et pendant les conférences de rédaction, Adler, il prenait des notes non-stop. Et je lui disais, mais Alexandre, qu'est-ce que tu notes? Il me dit, je note la liste des membres du comité central du Parti communiste du non-soviétique dans les années 20. Parce que comme ça, en même temps que j'écoute, je fais autre chose. Il y a des gens qui font deux choses en même temps. C'est pas François Ostalier. Et bien François Ostalier, sûrement aussi, un cul aussi important. Donc, ça dépend ce que vous faites. Vous voyez, si vous êtes là, effectivement, pour vous dire, moi, ça me, quand les députés disent
donner des amendes pour absentéisme, c'est faire de l'antiparlementarisme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tout le monde sait très bien que les députés UMP, il y en a à peu près la moitié, globalement, qui fait son boulot en étant présent, qui est très impliqué. L'autre moitié, on les voit vraiment pas très souvent, et il y en a un tiers qu'on voit carrément jamais. Et ben ça, c'est pas normal, parce qu'un député, il est pas élu pour ça. Oui, à condition, alors à ce moment-là, c'est parce qu'on regarde les questions qu'il pose, est-ce qu'il siège en commission, est-ce qu'il vote les lois. Maintenant, moi, je n'ai aucune envie qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière mon dos. Si j'étais député, j'aimerais pas ça. Voilà, j'ai le droit, quand je suis en séance, de faire autre chose en même temps. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, pour le coup, ça me choque. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire vous êtes dans l'hémicycle, les débats ont tendance à s'éterniser parce qu'effectivement chacun peut s'exprimer, et même si vous avez un amendement, un député qui serait là, qui attend pour défendre son amendement, il peut passer l'après-midi comme il peut passer le soir, comme il peut passer le lendemain. Alors, pour peu que ça soit pas un texte sur lequel il soit impliqué, qu'il soit uniquement pour son amendement, c'est sûr que pendant les débats, il aura tendance à faire autre chose, entre guillemets, pour s'occuper. On peut le déplorer. Moi, j'espère qu'avec la réforme du règlement qu'on est en train, dont on va démarrer aujourd'hui les articles, enfin on a commencé hier soir tard, moi j'espère que c'est quelque chose qui changera et que réellement les députés, quand ils seront dans l'hémicycle, ils seront efficaces et qu'ils seront là vraiment quand le sujet les concernera. Voilà, je crois que c'est un changement, c'est un changement de fonctionnement qu'on doit avoir. Beaucoup de députés se plaignent aujourd'hui de dire dans l'hémicycle on a l'impression que on ne sert pas à grand-chose, on n'est pas là au bon moment, la chose qui nous intéresse, on avait bloqué notre agenda pour y être, finalement c'est le lendemain, on a d'autres engagements, on ne peut pas être là. Donc c'est aussi un vrai souci, donc vous trouverez toujours des députés qui effectivement à un moment donné, en fonction de la longueur des débats, vont lire un journal, vont faire d'autres choses. C'est vrai que c'est gênant, c'est sûr que, surtout sur un texte comme celui-ci qui est très technique, dès que vous perdez un argument, vous perdez le fil du débat. Moi, je le déplore. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger au niveau du fonctionnement de l'Assemblée pour qu'on arrive à ne plus avoir ces situations-là. Donc, on essaye de s'y attacher. Et je tiens à insister sur le fait qu'on ne se permet pas, et on ne se permettra jamais, de recenser sur notre site des députés qui, effectivement, écoutent et, de temps en temps, vont lire le journal ou font quelque chose. On se contente uniquement des députés que l'on a vus présents entièrement pendant la séance, sans faire quoi que ce soit en rapport avec les débats. Je veux dire, les députés dont on parle n'ont absolument déposé aucun amendement sur le texte, ne sont jamais intervenus, hormis pour des invectives. Je veux dire, c'est quelque chose qui montre quand même une absence totale de participation au débat. Et ce sont des gens Oui, mais je pense pas... ça, pour le coup, ça me gêne, vous voyez, parce que vous avez tout... Dans les entreprises, par exemple, vous avez des réunions de cadres, vous avez des gens qui prennent pas la parole, qui font des petits dessins sur leur crayon pendant 1h30. Mais ça mouline. Et ça mouline, c'est pas pour ça qu'ils écoutent pas, c'est pas pour ça qu'ils vont pas en tirer quelque chose. Autant, encore une fois, s'assurer que les députés soient présents, ça me choque pas du tout. Que vous puissiez dire, celui-là il travaille pas. Veut dire, qui êtes-vous pour distribuer les bons et les mauvais points ? Je vais vous donner un exemple. Il y a un article de la loi qui est particulièrement dérangeant à mon avis, c'est l'article 5. Donc on revient sur Adopi. Oui, tout à fait. Qui est un article donc qui introduit en fait en France la possibilité de filtrage par les fournisseurs d'accès au niveau national de sites internet. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Ceci a été combattu avec extrême force par plusieurs députés de la majorité, dont M. Tardy, dont M. Denis du Séjour. Je me souviens de M. Denis du Séjour qui était limite en train d'implorer la ministre, s'il vous plaît, madame, réalisez, c'est très grave ce que vous faites, ça n'existe même pas pour le terrorisme, ça n'existe même pas pour la pédophilie. Et on peut voir plein de députés qui sont dans la majorité et se plaignent et essayent d'expliquer ça. Et toutes les personnes qui s'expriment, en fait, s'expriment contre. Et pourtant, tous les députés qui ne font absolument rien par rapport au débat, sont présents et votent sans tenir compte de ces avis. C'est là qu'est la question. Et c'est pour ça. Je comprends que vous vouliez dénoncer une hypocrisie. Et effectivement, il faut que vous fassiez preuve de beaucoup de responsabilité et beaucoup d'esprit civique, parce que très vite, ça peut déraper. Je ne connais pas votre site, donc je ne vais pas vous faire un procès d'intention. Je dis juste, réalisez que vous aussi, vous êtes sur la ligne jaune en permanence. Tout à fait, mais nous faisons très attention aux députés que nous proposons. Alors, on n'a pas fini l'histoire du trombinoscope. Donc, tout à fait. Parce que vous, comme vous êtes des petits malins, vous avez demandé à Martine Billard. Non, on n'a pas demandé à Martine Billard. Elle l'a fait toute seule ? On a été les premiers surpris dans l'hémicycle. Vous savez, les bruits... Alors, expliquez-nous exactement ce qui s'est passé. On reprend. Trombinoscope, vous n'avez pas le droit d'y aller. Qu'est-ce que vous faites ? Nous, on fait rien. On fait, d'abord, on insiste, on demande, s'il vous plaît. Il y a marqué dans le règlement de l'Assemblée nationale que... le règlement, il est affiché, en fait, dans les vestiaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Que l'on peut porter avec nous des documents des documents parlementaires et de quoi prendre des notes. D'accord. Mais une question va pourtant être posée en séance par une députée. Tout à fait. Qui vous défend.
Il se trouve que entre les vestiaires et l'accès aux tribunes, il y a des couloirs et les vestiaires. Oui, ça je confirme. Il y a des assistants parlementaires. Il y a même un rideau. Ouais. Ça c'est ailleurs, c'est de l'autre côté. Mais il y a des assistants parlementaires qui circulent, il y a le personnel de séance. On suppose qu'il y a des personnes du personnel de séance qui ont fait passer l'information. Ça a dû remonter au niveau politique. Mais nous, on a été les premiers surpris dans l'hémicycle. D'accord. Vous n'êtes pas responsable de la question qui a été posée à l'Assemblée. Elle est venue toute seule et le président de séance, d'ailleurs, on a les images, elles existent, a répondu je crois que c'est une maladresse et tout s'est arrêté d'un coup. Non, alors tout s'est pas arrêté. Nous, du coup, on en a profité. On s'est dit, c'est l'occasion. On est retourné voir le personnel de séance. On leur a demandé, vous avez entendu, est-ce qu'on aurait le droit d'avoir les trombinoscopes? Et donc vous avez? Et non, ils nous ont dit non. Moi, tant que j'ai pas un avis express du président, d'accord. Et donc il a fallu un avis qui est venu. Le lendemain soir, quand on est revenu, le personnel arrivait, nous dit c'est bon. D'accord. Donc il s'est quand même passé quelque chose, monsieur le député. Oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai pas suivi tous ces incidents, mais bon, effectivement, il y a eu des directives qui ont été données dans un sens et dans l'autre. Voilà. Bon, moi, j'ai pas suivi. Contre-ordre. Oui, voilà, j'ai pas suivi ces événements. C'est au niveau de la conférence des présidents, c'est au niveau du bureau de l'Assemblée. Moi, j'en fais pas partie. Donc Guillaume Roquette, vous avez remarqué que votre activité peut poser question, peut poser problème. On a un petit exemple. Vous consacrez le 10 mai une petite notule, sont des notules, à Sylvia Pinel, députée apparentée PS PRG du Tarn-et-Garonne, 2e circonscription. En ce dimanche, nous nous intéressons à nouveau à un député de l'opposition. Sylvia Pinel n'est pas un godillot de l'exécutif, mais un simple renfort numérique à son groupe d'opposition. Bien que membre de la commission des lois, Madame Pinel n'y est jamais intervenue. Elle intervient peu en général et préfère s'occuper de son courrier, écrire des textos et voter avec son groupe. Par un cercle vicieux, elle est ainsi responsable de la présence de godillots supplémentaires visant à contrebalancer sa présence et assurer le fait majoritaire. Et là, vous donnez ce qu'elle a fait depuis 2016, etc. Sauf que on a à arrêt sur image téléphoné à Madame Pinel et qu'elle nous fait la réponse suivante. S'ils avaient regardé mes votes, ils sauraient que je ne suis pas une godillot. J'ai voté pour la réforme constitutionnelle à l'été 2008. Je viens de m'abstenir sur Hadopi, alors que le PS a voté contre. Si je ne me suis pas exprimé pendant le débat, c'est parce que je ne voulais pas mettre en porte-à-faux mon groupe. Vous pouvez entendre ça? Oui, je peux, tout à fait. Mais dans ce cas-là, oui, mais vous voyez le mal que ça peut faire. Et dans ce cas-là, je ne comprends pas ce qu'elle faisait dans l'hémicycle, alors que des débats avaient lieu, à être simplement présente. C'est toute la question sur l'absentéisme, en fait. Il y a tout un débat actuel sur l'absentéisme et reprocher à un député d'être présent. Nous, on ne juge pas l'absentéisme. On ne comprend pas cette polémique sur l'absentéisme. Parce qu'on l'a pu le voir justement, suite, les débats en général, il y a une cinquantaine de députés pendant les textes sur la loi. On a pu voir, suite au retour de la loi le 29 avril, il y a eu un rappel des troupes, et tout d'un coup, l'hémicycle, il y avait 200 personnes. C'était impossible. Il y a plusieurs députés qui ont essayé de parler, il y avait un brouhaha général. Il y avait tout le monde hier, quasiment. Oui, mais ça c'est juste pour un vote. Mais je veux dire, pendant le 29 avril, au retour des débats, c'était sur les débats, et il y avait 200 personnes, et pendant plusieurs moments, il y a des députés qui parlaient, et ils étaient inaudibles. Il y avait un brouhaha général, des invectifs en permanence. Donc il est évident que le travail en plénière ne peut pas se faire à plus d'un certain nombre de députés qui, en tout cas, sont présents pour participer au débat. Monsieur le député. Moi, je crois que ce qu'il faut retenir dans cette affaire, bon, on connaît aussi ma position contre le cumul des mandats, mais je crois que ce qu'on peut retenir... Il y a vraiment un paradoxe UMP sur pattes. Non, mais je crois que ce qui est important en filigrane derrière ce problème de rejet du texte Hadopi à l'époque, qui depuis a été adopté, c'est qu'il y a eu effectivement 15 jours d'antiparlementarisme, et après on peut en penser ce qu'on veut, mais je pense que ça permis quand même de bouger les lignes, puisque nous, au sein du groupe UMP, c'est clair, on a dit, attendez, si ça se passe comme ça, nous, on va prendre des mesures, etc. Je pense qu'au niveau de certains parlementaires, ça changera peut-être leur façon de fonctionner par rapport à leur présence à l'Assemblée. Donc, voilà, si de temps en temps il y a des piqûres de rappel comme ça fait du bien pour dire qu'effectivement, bien qu'on soit... C'est tout le paradoxe des députés, on est élu sur une circonscription pour être présent au national. Alors, et le mandat impératif est interdit, donc vous n'êtes pas le représentant de votre circonscription à l'Assemblée. En plus, représentant de la nation. En plus, moi c'est un peu ma position par rapport à ce texte Hadopi. On est là pour représenter tous les Français, y compris au-delà des courants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un élément important parce que rejet de la loi, derrière antiparlementarisme pendant une quinzaine de journées. Derrière, on attaque la réforme du règlement qui fait que les travaux, pour éviter ces problèmes aussi de commission avec hémicycle, parce que souvent on nous dit on n'est pas dans l'hémicycle parce qu'on est en commission, tout ça normalement s'arrêtera puisque les travaux seront sur 3 jours et on n'aura plus concomitance entre hémicycle et commission. Donc c'est des choses qui vont, entre guillemets, la réforme aussi elle est là pour responsabiliser davantage les députés. D'ailleurs sur cette loi je vais demander à faire partie de
la mission d'évaluation et de contrôle de cette loi, ça va de soi. Donc c'est des choses, oui, mais c'est des choses qui vont dans le bon sens. Je crois que tout le monde est conscient. Non, mais ce qui a été dit au sein du groupe, je crois que c'est important, c'est qu'on va vers une nouvelle façon de fonctionner. Beaucoup de gens ont dit le fonctionnement actuel, y compris dans l'hémicycle, ne nous va pas, ce qui explique qu'on ait certains comportements. Donc moi, voilà. On est maintenant dans cette loi sur la réforme du règlement. Je pense que c'est une bonne chose. On va avoir un débat qui va être aussi musclé. Ne réendossez pas l'habit du gentil député UMP. Mais vous nous avez prouvé pendant toute cette ligne jaune que vous étiez... Mais il faut changer le fonctionnement. Vous nous avez montré que vous étiez transgressif. Restez-le. On va s'arrêter, Guillaume. Il va falloir qu'on s'arrête. Un dernier mot, mais tout petit. Est-ce que j'ai le droit de mettre les pieds dans le plat, Benjamin? Ah bah oui, c'est le moment. Pourquoi est-ce que ça vous gêne qu'on donne votre nom de famille? Parce que ce que vous faites, c'est estimable. Je ne partage pas complètement vos principes, mais c'est utile de secouer le cocotier comme ça. Mais parce que justement, je cherche pas à attirer le focus sur ma personne, mais sur la personne des députés recensés. Ouais. Et puis en plus, je veux dire, je travaille pas à TF1, mais je voudrais pas être le second martyr de la doping. Ah non, alors stop, alors il ne faudrait pas en faire virer un autre, ça suffit. Non. Vous êtes pervers, Guillaume. Mal, c'est promis. Vous êtes pervers. Alors voilà, cette ligne jaune, à mon avis, a montré que tout se franchissait dans tous les sens, parce que je ne sais plus très bien qui croit quoi. Là, je suis un tout petit peu perdu pour ce qui me concerne. J'espère que les spectateurs du site d'Arrêt sur Image, ceux de la Freebox et tous les autres, puisque cette émission est accessible ensuite, ils retrouveront leur petit. Moi, je suis largué. Ciao.